Bonjour, merci de votre présence. J'ai perdu ma voix, mais j'ai plusieurs conférences animées, donc au moins vous allez pouvoir écouter nos intervenants qui sont d'une grande qualité. On vu le congrès, et merci à Pascal Asselin de son invitation. On a ici 4 startups qui vont nous parler de leur niveau de développement en termes de numérisation et d'intelligence artificielle. Sachant que le numérique, c'est une première évolution qu'on connaît depuis 15 ans en France et dans le monde depuis 20 ans, 25 ans. L'intelligence artificielle, c'est une révolution plus latente, mais la vague va être encore plus impactante et qui est une révolution en cours, qui est une révolution générée par la révolution du numérique. On a là 4 acteurs et un chercheur universitaire très innovants dans la filière BTP, dans le numérique et en partie dans l'intelligence artificielle. Donc c'était très important qu'on puisse concrètement savoir ce qu'il en est, ce que ça révèle, leurs projets, sur un sujet qui vous passionne. Si vous n'êtes pas encore familier avec l'IA, c'est normal, tout le monde en parle et peu de gens savent ce que c'est. On va essayer de répondre à vos questions. Comme c'est interactif, vous pouvez intervenir quand vous voulez. Ce qui est clair, c'est le fond de leurs convictions et on a échangé avec eux. C'est la R&D et la R&D, c'est votre domaine en tant qu'acteur de la filière BTP et notamment économiste de la construction. Donc, merci d'accueillir Alban Mallet. Vous êtes cofondateur et co-dirigeant de Xtree. Jim Ronet, vous êtes cofondateur et dirigeant de Soliquid. Louis-Marie Guillaume, vous êtes VP en charge du business développement de Rubix. Vous êtes là au titre, vous représentez monsieur Misfud, Jean-Christophe Misfud. Guillaume Perrodin, vous êtes dirigeant et fondateur de Ciment. Et Alexandre Pierre, vous êtes chercheur universitaire à l'université de Cergy-Pontoise. Et on va avoir votre décryptage aussi sur toute la dimension R&D de ces sociétés. Pour certaines, c'est des startups en early stage, c'est-à-dire en pré-développement, mais elles ont toute une expertise. Pour d'autres, c'est beaucoup plus avancé et elles font des levées de fonds importantes puisque c'est le moyen pour rivaliser vis-à-vis des USA et des Chinois d'avoir de l'argent puisqu'il y a des coûts en techno et la techno, c'est de la différenciation. Alors, on va les laisser s'exprimer. Alban Mallet, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots comment Xtree, ce qu'est Xtree, comment vous innovez et comment vous différenciez par rapport au marché? Bonjour, tout d'abord merci de nous inviter, ça fait très plaisir de pouvoir s'exprimer sur la société. Xtree, on est une société qui est née il y a 3 ans du développement de 3 projets étudiants sur l'impression 3D, sur l'impression 3D argile, l'impression 3D béton et la robotique. Et à la suite de quoi on a monté la société. Et notre but, en fait, on vient du milieu de l'architecture, notre but c'était d'offrir aux architectes un nouvel outil pour pouvoir réaliser ce qu'ils font en numérique. Et aujourd'hui, ils n'avaient pas d'outils de production qui leur permettaient d'aller aussi loin que leur conception. Et on a développé cette technologie il y a 3 ans, donc ça fait 3 ans qu'on la perfectionne. Et le but en fait de cette technologie, c'est pouvoir imprimer du béton en 3D. Donc en fait, imprimer du béton en 3D, c'est-à-dire qu'on va venir fabriquer et former le béton, non plus avec des parpaings ou avec des murs banchés, mais on va pouvoir accéder à des formes complexes. Et si vous pouvez le voir derrière, en fait, le processus, c'est le petit 1, l'objet numérique, qui vient être dessiné par l'architecte, le designer ou le constructeur. Petit 2, petit 3, en fait, on va venir envoyer toutes ces datas à la technologie. Et la technologie, c'est composé de quoi? C'est composé d'un malaxeur de béton qui va fabriquer le béton, qui va le produire. C'est-à-dire qu'on va partir d'un prémix ciment avec sable, granulat, qu'on va venir malaxer. On va venir pomper ce béton, le mettre jusqu'à la tête d'impression. Et dans la tête d'impression, on a une particularité, c'est qu'on a développé des injecteurs de prise qui viennent en fait solidifier le béton en même temps qu'on le dépose. Et tout ça, c'est maintenu par un robot. Et ce robot, en fait, c'est une sorte de main, comme si on imaginait qu'on avait une main, sauf qu'elle est très précise. On est en dessous du millimètre et on vient déposer couche par couche le béton jusqu'à ce qu'il se solidifie. Et c'est ça qui va permettre d'accéder à ces nouvelles formes et qui vont offrir aux architectes qui ont des outils numériques, qui font de la conception paramétrique très complexe, de pouvoir le produire à moindre coût, ce qui avant n'était pas possible. Est-ce que vous avez des exemples de projets de clients? Alors, on a plusieurs projets de clients. Je pense qu'on peut mettre la slide juste après. Qui est un de nos premiers projets qu'on a fait. Pas de nos premiers projets, celui-là, on l'a fait il y a 1 an. Ce qui est intéressant de voir, c'est la complexité de la forme qui est produite pour le coût auquel on l'a produit. Donc ça, c'est une flamme qu'on a fait pour I4, c'est une flamme totem. On l'a produit en un peu moins de 2 heures. Donc on a imprimé les couches à plat.
On est venu couler à l'intérieur un BFUB pour augmenter la résistance de la pièce et on est venu la surélever et l'installer sur le site. Aujourd'hui, un architecte qui veut faire une pièce comme ça, on va lui dire « Ah, c'est une œuvre d'art » et on arrive sur des coûts qui sont très très chers. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'avec l'impression 3D, on va pouvoir faire ces formes-là à moindre coût. Et donc, on va rendre accessible de la personnification, de l'optimisation, et on va venir adapter ces formes à un besoin. Et c'est là où l'impression 3D fait vraiment plein usage et est utile pour l'architecte, le designer et le client final. Et c'est ça qu'on essaye d'apporter dans l'industrie de la construction. C'est vraiment cette pierre-là. Ce n'est pas le sujet du jour, mais c'est notre quotidien et notre futur et celui des futures générations. En matière d'environnement, quelle est votre empreinte et quelle est votre position, votre conviction et respect des normes de l'environnement? Pour l'environnement, en fait, c'était une des bases aussi de l'impression 3D, c'est utiliser moins de matière avec la même efficacité. Donc si on peut mettre la slide juste après, le but c'est vraiment d'optimiser les quantités de matière qu'on vient déposer. Ça veut dire que pour un mur, on a fait des calculs, pour un mur classique, on arrive à, pour la même résistance, on arrive à enlever un peu plus de 50% de matière. Et en fait, on connaît tous le problème du béton, c'est que l'industrie cimentaire, quand elle produit le ciment, on est obligé de faire chauffer des fours, et ces fours ont un impact parce qu'ils ont une empreinte carbone. Même si l'industrie cimentaire travaille énormément à réduire cet impact en brûlant des déchets, par exemple, ce qui était quelque chose de très important, on a quand même un impact. Et aujourd'hui, la construction, de toute façon, on est obligé de construire en béton. Il y a d'autres alternatives, mais tout ne pourra pas être que des alternatives. Donc il y a du béton qui sera produit. L'idée de l'impression 3D, c'est qu'avec ces formes optimisées, qui sont en fait issues de la computation et qui sont issues justement du travail du numérique, on arrive à réduire les quantités de matière. Et le béton vient être déposé exactement au bon endroit, là où il va être utile pour la structure. Et après, au-delà de ça, je voulais aussi vous montrer ce projet. C'est un projet qu'on vient de réaliser. On a réalisé 32 récifs en partenariat avec et le groupe Aegis. C'était de faire ces récifs, c'était comment repeupler, excusez-moi, des enceintes maritimes où il y a un problème pour la reproduction des poissons. Aujourd'hui, la technique classique, c'était de mettre des parpaings ou mettre des pneus et attendre que les poissons viennent. Sauf qu'en fait, ça ne marchait pas du tout et ça créait plus de pollution qu'autre chose parce que les formes n'étaient pas adaptées. Et là, on a travaillé avec des ingénieurs biomarins qui nous ont expliqué quel type de cavité ils ont besoin. Et grâce à l'impression 3D, on arrive à faire ces formes complexes, sur mesure, adaptées au type de poisson et aussi adaptées à plusieurs familles de poissons. Parce que le problème, quand on a par exemple, on met des parpaings, ils ont tous la même taille, plus ou moins. Et là, on va avoir un type de poisson qui va arriver et il ne va pas créer une biodiversité, mais va créer plutôt une reproduction d'une espèce qui va créer un déséquilibre. Et grâce à ces formes-là, on va pouvoir adapter des trous qui sont des trous continus avec différentes formes. Et là, on va avoir une biodiversité qui va se créer. Et on va vraiment avoir un renouvellement de la population et avoir un écosystème qui va se créer. Et c'est ce genre de projet-là qu'on essaye de pousser aussi. C'est pour que l'impression 3D aide au niveau environnemental et au niveau voilà, d'avoir ces nouvelles formes qu'on puisse réaliser. D'accord, merci. Et comment Xtree exploite le numérique et éventuellement l'IA, l'intelligence artificielle? Est-ce que le numérique, on l'imagine, mais est-ce que l'IA, la première étape de l'IA, c'est les data, les analytics, c'est-à-dire la gestion de data, ou comment, et est-ce que vous allez plus loin? Et quels sont vos projets en matière d'IA pour Xtree? Alors aujourd'hui, l'IA, on y arrive tout juste maintenant. Bon, ça fait 3 ans qu'on existe. On a commencé en fait la technologie. La première chose qu'on a voulu faire, c'est s'assurer qu'elle fonctionne bien et qu'elle est efficace. C'est-à-dire que quand on appuie sur un bouton, on sait ce qui va se passer. Donc pour l'instant, on est en train de finir cette phase, on va dire, de performantiel, où on sait exactement le résultat de la machine et de ce qu'elle produit. On est en train de mettre en place de l'IA dans un premier temps, récupérant les données de la tête d'impression. On va récupérer comment le béton évolue, comment il est déposé, comment il se transforme. Et grâce à ça, grâce à ces datas, on va pouvoir commencer à les exploiter et à les analyser pour essayer de comprendre ce qu'aujourd'hui personne ne comprend. C'est-à-dire que dans l'impression 3D, il y a pas mal de facteurs où on a beau travailler avec la plus grande recherche, avec les universités en France ou même à l'étranger, il y a beaucoup de choses qui sont encore incomprises et qu'on n'est pas capable de simuler. Et l'IA va nous aider à chercher dans ces datas des corrélations entre des effets et des données.
Et c'est là où on est en train de pousser, parce que ce qu'on va chercher à faire, c'est d'automatiser, par exemple, la tenue des structures. C'est-à-dire que quand on imprime, on veut garantir qu'on ne va pas imprimer 10 fois pour que ça tienne, juste avec la connaissance. On va essayer on va dire qu'il y ait une intelligence artificielle. Alors après, je laisserai les professionnels définir vraiment l'intelligence artificielle, parce que je pense qu'il y a beaucoup de définitions. Que l'intelligence artificielle vienne recalculer, analyser et garantir qu'une structure peut tenir. Et la deuxième étape aussi qu'on est en train de faire, qu'on est en train de mettre en place, c'est de l'analyse en temps réel de l'impression pour pouvoir définir si cette impression est bonne ou mauvaise en temps réel et pouvoir possiblement faire des modifications en temps réel lors de l'impression. Et ça, c'est les prochaines étapes de développement R&D sur ce thème de l'intelligence artificielle. Merci Alban. Jim René, vous avez fondé Soliquid, qui est une jeune start-up spécialisée aussi en impression 3D, mais en suspension, matière de gel, réutilisable et en termes de réutilisation et de durabilité. Comment vous différenciez et comment vous positionnez sur le marché et quelle est votre force d'innovation? Tout d'abord, merci de nous accueillir. Donc Soliquid, c'est une toute jeune start-up. On a monté le projet il y a de ça tout juste un an. Donc c'est une start-up qui est spécialisée dans l'impression 3D grande échelle en suspension dans une matrice de gel. L'intérêt de cette technologie-là, à la différence en fait de l'impression 3D couche par couche, c'est qu'on imprime donc dans une matrice qui maintient le matériau en suspension pendant sa phase de solidification. L'intérêt est triple. Tout d'abord, la rapidité d'impression. Finalement, en fait, on travaille plus sur des structures filaires type des résilles 3D qui permettent en fait d'imprimer des squelettes extrêmement rapidement, puisqu'en fait le cordon d'impression est la structure en elle-même. La liberté géométrique, le fait d'être en fait suspendu, enfin maintenu en tout cas dans le gel pendant la phase d'impression, permet de réaliser des structures relativement complexes, d'avoir des principes de cavité, de pontage, qui est difficile de faire sans support. Et le dernier, c'est l'économie de matière, puisqu'en fait, en travaillant avec cette technologie, on a la possibilité donc de choisir la manière dont on répartit la matière finalement dans un bec de gel, et donc d'être capable d'économiser de la matière en analysant les lignes de force qui sont réparties dans une structure avec des outils d'optimisation topologique. D'accord. Est-ce que vous pouvez incarner, illustrer ça par des exemples de projets clients? Alors, encore une fois, on est une... Pardon. Super. On est une toute jeune start-up, donc on commence tout juste à avoir des projets et des commandes. On a commencé à travailler en fait avec des architectes et des designers plus sur des questions de matérialité, à savoir commencer à travailler sur des effets pour des panneaux de façade ou des choses qui sont aujourd'hui beaucoup faites avec de la préfabrication classique. Nous, l'idée, c'est qu'on soit capable, dans un même bac, en fait, de répliquer, de fabriquer un nombre indéfini de panneaux qui peuvent être tous différents, mais avec une logique de préfabrication qui est stable et qui évite surtout l'utilisation de supports quand on est dans le cadre d'éléments complexes. Le deuxième champ d'application, il est plus... on est architecte à l'origine, hein, les deux cofondateurs. Donc l'idée, c'était vraiment d'aller dans le secteur de la construction. L'idée de pouvoir fabriquer des structures relativement complexes en évidant ces ensembles le plus possible, en économisant de la matière, pour arriver à des ensembles constructifs qui sont très légers et qui évitent justement d'avoir à charger les éléments comme c'est ce qui se passe pas mal pour les tabliers de pont par exemple aujourd'hui. Et le dernier champ d'application est plutôt lié au génie écologique. Là, on se rapproche de ce côté-là, on se rapproche plus de ce que vous a présenté Alban. En fait, les structures qu'on est capable d'imprimer peuvent être relativement complexes et d'une certaine manière biomimétiques. C'est ce qui est relativement intéressant d'un point de vue colonisation de la biomasse. Donc en fait, on a la possibilité de régénérer des structures qui se rapprochent d'habitats artificiels type les récifs coralliens et donc de pouvoir les immerger. Donc ça, c'est en phase de test et d'échantillonnage. Donc la relation de Soliquid par rapport à l'environnement? Alors il est... bien sûr, l'utilisation du gel est clairement au centre de ça, c'est-à-dire quand on a démarré le projet, on a directement cherché une matrice de gel qui soit vraiment stable et durable. L'idée étant de se passer de l'usage de support pour des structures complexes, donc il fallait qu'on soit capable de réutiliser le gel sur de multiples impressions, et donc c'est le cas aujourd'hui. On a un gel qui est inerte et complètement qui n'est pas du tout nocif pour l'environnement.
et qu'on est capable de réutiliser. Donc il suffit juste d'extraire la pièce après chaque impression et de réimprimer de nouveau. Voilà, on a un processus bien sûr de filtrage qui permet de maintenir le gel dans des conditions très stables. Et ça fait partie de ça. Après, en termes de... On est relativement libre en termes de matériaux qu'on utilise aussi. Et bon, je pense que ça fera partie des recherches qui vont être amenées dans les années qui suivent, c'est-à-dire être capable d'utiliser aussi des matériaux nouveaux, pourquoi pas biosourcés ou issus du réemploi. Ça fait partie de nos objectifs. Ouais. Et Jim, quel est pour Solliquid votre degré d'utilisation, d'exploitation du numérique d'une part et de l'IA, de l'intelligence artificielle? Vous avez parlé de data, vous avez parlé de robots, on le voit d'ailleurs derrière ce slide, de robotisation, peut-être de blockchain. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire dans votre relation par rapport au numérique et surtout l'IA? Ouais, le processus, comme l'expliquait Alban, on est relativement proche en termes d'approche globale, en tout cas sur le principe digital, en tout cas. Donc pareil, on numérise, on a un processus de modélisation 3D, d'analyse des modèles qui sont ensuite envoyés au robot et qui impriment l'élément. En termes d'intelligence artificielle, on n'en est vraiment pas là encore aujourd'hui. L'objectif, il va être double là-dessus. Enfin, on va en tout cas essayer de développer ces deux aspects-là. Le premier, c'est côté conception, c'est d'arriver finalement à, sachant qu'on est sur une logique d'impression qui est quand même très différente de l'impression 3D couche par couche, c'est d'arriver à développer des algorithmes aussi qui nous permettent d'optimiser et surtout d'automatiser la génération des parcours routiers. Parce qu'on est sur des systèmes qui sont quand même assez complexes et qui sortent de la logique de slicing d'origine. Et puis le deuxième, c'est plus sur la fabrication. Nous, on a une contrainte majeure qui est le fait d'être imprimé dans du gel. Et donc, en fait, on ne voit pas ce qui est imprimé pendant la phase d'impression. Donc, c'est une énorme contrainte. Et il va falloir qu'on développe des outils qui permettent d'avoir un feedback en temps réel de l'impression. Être capable de faire une boucle entre l'environnement physique et ce qui se passe du côté numérique. Être capable de comparer le résultat de l'impression, mais directement, et de savoir s'il y a des erreurs en cours ou pas, si on peut les réparer en temps réel, quoi. Et le dernier aspect sera bien sûr de récupérer toutes ces données pour pouvoir essayer d'exploiter des schémas de fonctionnement, finalement, qu'on soit capable de répliquer sur les impressions suivantes. D'accord, voilà. Merci Jim. Louis-Marie Guillaume, vous êtes VP en charge du business développement de Rubix, qui est aussi une très belle société d'une certaine taille. Et vous êtes très innovant. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre force d'innovation, sachant que le métier de Rubix, c'est d'imaginer, de créer, d'éditer des solutions en IoT. Et en plus, on s'est parlé la dernière fois, vous étiez au Bourget, depuis, vous avez été élu start-up de l'année. On vient d'être élu start-up de l'année dans les plateformes IoT, sur la reconnaissance des nuisances. Alors nous sommes une société de Toulouse et de Paris. On est un peu moins de 25 personnes. On a été créé il y a 3 ans. Et initialement, mon associé, qui est le fondateur, qui est un chimiste, avait créé en France le premier nez artificiel. Et il y a 3 ans, il a rendu sa société qu'il avait mis en bourse. Et il s'est dit, au lieu que ça soit l'entreprise qui amène le produit au laboratoire pour reconnaître la nuisance, c'est avec l'arrivée de l'IoT, je vais créer des capteurs et une plateforme qui va permettre à tout à chacun de comprendre la nuisance qui l'entoure. Une nuisance, c'est quoi? C'est ce que vous respirez, ce que vous sentez, ce que vous voyez, ce que vous entendez. L'essence. L'ensemble des sens. Donc nous, on analyse des gaz, des toxiques, mais également des bruits, des lumières naturelles, lumières artificielles, etc. Vous pouvez nous faire une analyse en direct ici de l'espace? Peu de lumière naturelle, beaucoup de CO2, un chauffage qui n'est pas forcément bien organisé, mais ça dépend également de la condition de l'environnement extérieur. Il pleuvait ce matin à Avignon et puis maintenant on s'attend à ce qu'il y ait 36 degrés. Donc en quoi la température extérieure va influer sur ce qui va se passer dans cette salle, etc. Donc nous, on a des outils de mesure intérieure et extérieure. On donne ces informations qui sont des datas sur des plateformes. Ces plateformes permettent de créer des tableaux de bord. Ces tableaux de bord deviennent des informations et en fonction de ces informations, vous allez déclencher des actions. Une action, c'est par exemple améliorer la lumière sur un open space. C'est par exemple modifier les moquettes par rapport à des acariens. C'est changer de partenaire par rapport à du mobilier, puisque le nouveau mobilier qui arrive de Chine, qui n'a pas été aéré initialement, augmente de façon ultra sensible les pollutions internes. Et après, tout à chacun prendra des actions, que ce soit, alors je vais vous donner des exemples précis,
On vient de rentrer sur le port de la Guadeloupe. Et le port de la Guadeloupe a un énorme souci économique. C'est accueillir ces énormes bateaux qui déversent des énormes touristes et qui vont dépenser un peu d'argent, mais beaucoup sur le bateau. Et les bateaux, ils continuent d'ouvrir leur moteur. Et par rapport à la Rose des Vents, vous avez des pollutions qui arrivent à côté. Donc le port nous dit, est-ce que vous pourriez analyser ce qui se passe et qu'on puisse pénaliser un peu ou beaucoup? C'est la ville de Strasbourg. On va équiper la ville de Strasbourg sur des carrefours, des feux tricolores. Et en fonction du niveau de pollution, on va ou augmenter ou diminuer la longévité de ces feux pour permettre, comme des Waze, de pouvoir détourner ce genre de choses. Autre exemple, on vient de signer la tour d'Engie à la Défense. Ça s'appelle la T1. C'est une énorme tour. Et aujourd'hui, les entreprises s'occupent du bien-être de leurs collaborateurs. Alors, du bien-être, c'est quelque chose qui est en train d'arriver. Je reviendrai dessus. Et puis, ils disent... Un bien-être, c'est par exemple, je mesure un bien-être de quelqu'un en comprenant l'ensemble des démissions volontaires des gens qui sont restés dans ma société et qui sont partis de ma société parce qu'ils disaient que les conditions étaient mauvaises. Donc c'est de l'intangible, j'aime pas les conditions, et on va essayer de mesurer ces bonnes conditions. Et à côté des capteurs que l'on met, on a créé une solution où le capteur, c'est vous. C'est-à-dire que tout à chacun peut donner son avis. Par exemple, lorsque vous allez dans les toilettes des Halles à Paris, eh ben vous avez des QR codes et puis vous pouvez dire « ça sent bon, je me sens bien », etc. Et on va remonter à la fois ces données subjectives qui sont liées à vous, vous en tant que citoyen, en tant que consommateur, puisqu'on est dans les centres commerciaux, mais en tant que salarié, pour donner votre avis. Est-ce que vous vous sentez bien à l'heure actuelle dans cette conférence? Et dans l'enquête de satisfaction qu'on va vous demander à l'issue, vous allez donner... On va vous dire, c'était quoi le contenu, c'était intéressant, c'était des gens charmants, j'ai appris quelque chose ou pas. Mais en même temps, on va vous dire, et à propos, la température, c'était comment, et l'air était bon. On va commencer à remonter des données. Et c'est de cette somme de ces remontées qu'on va commencer à s'aiguiller vers l'intelligence artificielle. Alors nous, l'intelligence artificielle, ça fait 3 ans, on a remonté énormément de données. On le fait à travers des partenaires. Parce que ce que l'on ne dit pas, c'est que l'intelligence artificielle, c'est quand même des algorithmes, c'est de la recherche et développement. Donc nous, on a 3 partenaires qui ont mis beaucoup d'argent, que sont Microsoft, SAP et Google. Mais avec eux, on profite de leur compréhension par rapport à des logiciels d'algorithmie. Donc pour nous, l'intelligence artificielle, c'est quoi? C'est comprendre un bâtiment, remonter de la data, remonter énormément de la data. Nous, on fait de la data en continu, 24 heures sur 24, tout le temps. Donc on remonte par capteur, par globe de capteurs, pas loin de 2 gigas. Enfin, c'est énorme. Et vous multipliez ça. Et un capteur, c'est 100 mètres carrés. Donc, une tour à la Défense, on va mettre 300, 400, 500 capteurs. Et après, de cette somme des informations, on va dire, on va la corréler avec d'autres informations. C'est le début du big data. C'est aujourd'hui, la puissance informatique vous permet de vous poser des questions que jamais avant vous pouviez. C'est quoi l'influence de la température sur la bonne humeur des gens qui viennent voir mes amis de Intech? C'est quoi le fait qu'aujourd'hui, la corrélation entre plein de données, des données sur la supply chain, les ressources humaines, des données économiques. Actuellement, avec Microsoft, on est en train de faire, est-ce qu'une entreprise gagne plus d'argent ou moins d'argent à recevoir ses clients? Et lorsqu'elle reçoit ses clients, est-ce que les clients sont contents à travers les enquêtes de satisfaction? Est-ce que ces enquêtes de satisfaction disent qu'on les reçut dans des bonnes conditions? Ça, c'était quelque chose que vous ne pouviez pas faire. Maintenant, on va pouvoir comprendre un client, lorsqu'il est reçu dans cette salle, quelles sont les conditions intangibles de nuisance ou de bien-être qu'il a pu avoir. Et donc l'intelligence artificielle va être l'agglomération de toutes ces données, et petit à petit l'intelligence artificielle, pour moi, et on aura chacun nos définitions, c'est une organisation apprenante, c'est des machines apprenantes. Et c'est une machine qui va prendre au fur et à mesure, qui a une mémoire colossale, et qui va pouvoir dire, tiens, j'ai repéré que dans cette situation, il se pourrait que... Et demain, l'intelligence artificielle qui arrive très vite, on en est au tout début aujourd'hui, arrive très très vite, va agglomérer plein d'informations. D'accord. Donc Rubix est éditeur de solutions d'IoT, d'objets connectés pour le bien-être. Donc la question sur votre rapport à l'environnement, on a la réponse, c'est assez évident. Est-ce que c'est contributif à un bien-être, notamment en termes d'environnement intérieur et extérieur? Donc nous, dès qu'on est sur une deuxième levée de fonds, mais par exemple on militera pour interdire les poussettes pour les mamans, par rapport à des bébés. Un bébé qui a ça dans des centres-villes,
on aimerait revenir. Bon, c'est pas pratique, hein, j'ai 3 enfants. C'était mieux une poussette qu'un grand landau. Mais de grâce, mettez-moi les bébés dans des landaux et plus dans des poussettes. Parce que c'est notre contribution à l'environnement. Donc on travaille avec Air Paris. Ici, on travaille avec un institut sur la qualité de l'air qui s'appelle Atmo. Mais on travaille également avec beaucoup d'organisations professionnelles pour justement mesurer les nuisances. Et aujourd'hui, notre participation, c'est que la pollution, ça dépend de nous, vraiment. Ça dépend, et c'est pour ça qu'on a fait des QR codes et des puces RFID, parce qu'on va pouvoir donner notre avis. C'est pas uniquement la faute du salaud qui roule en diesel. Ça, nous, on se dit, quand on analyse la qualité de l'air autour du périphérique, on dit, attendez, il y a forcément, si on met un capteur au-dessus d'une voiture diesel, on va mettre des benzènes, etc. Mais il faut comprendre l'environnement, il faut comprendre la rose des vents, il faut comprendre la température extérieure, etc. Donc la compréhension à l'environnement, c'est pouvoir donner des outils à tout à chacun qui permettent de mesurer et surtout, au-delà de la mesure, d'identifier. J'ai eu plein d'histoires, mais je laisse la parole. D'accord. Louis-Marie Guillaume, merci. Guillaume Perrodin, vous êtes aussi dans le bien-être, finalement, puisque vous éditez des solutions, pas d'IoT, mais des solutions au profit des syndics et surtout la finalité au profit des clients des syndics. Je précise bien ça, je souligne ça. C'est-à-dire les copropriétaires, vous leur apportez des solutions pour améliorer finalement la gestion de la copropriété et aussi donc leur confort. Bah c'est exactement ça. À travers Cement. Donc nous, on a créé Cement il y a maintenant 3 ans. Ce qui est marrant, en fait, c'est que Cement a été construit aussi sur un peu mon parcours d'études. Donc, à l'origine, j'ai un master en gestion de l'énergie, donc développement durable, construction, bâtiment, amélioration de process. Et j'étais persuadé qu'effectivement, c'était le métier d'avenir, en tout cas. Je reste persuadé, mais sauf que ça m'a amené ensuite à développer des écoquartiers à Londres, à Paris, et je suis parti après à Luxembourg. Mais surtout, je me suis aperçu que le développement durable, l'énergie, n'était qu'une brique d'un tout, qui était effectivement l'immobilier et pour lequel on est prêt en tout cas à s'endetter sur 25-30 ans pour acheter son bien. Et effectivement, dans ce cadre-là, cet écosystème immobilier gravite autour en fait, de l'assurance, des consommations d'énergie, mais aussi des prises de décision, donc notamment pour les syndics de copropriété. Et c'est peut-être aussi dans ce cadre-là qu'on intervient, c'est-à-dire qu'effectivement, quand vous prenez votre écosystème immobilier, votre appartement, est-ce que vous savez exactement ce que vous avez acheté ? Est-ce que dans le cas de cet achat, vous allez vous retrouver en copropriété, donc on va parler essentiellement d'immobilier collectif, mais est-ce que vos voisins ont la même stratégie immobilière que vous ? Est-ce que vous auriez bien envie d'améliorer la performance de votre bâti, mais est-ce que votre voisin il veut la même chose que vous ? Et surtout aussi, est-ce qu'il y a les moyens ? Et est-ce que le logement il est insalubre ? Et toutes ces questions-là, on se les pose. Surtout en ce moment où effectivement les fédérations professionnelles sont en train de prendre ce virage sociétal. Mais la question c'est comment ? Comment déterminer que ce logement-là est insalubre ? Comment déterminer que ce logement-là est géré par un marchand de sommeil ? Et comment savoir si mon appartement que j'ai acheté, il est performant ou pas ? Toutes ces questions-là, vous ne le savez pas. Vous avez juste acheté un bien avec un prix, mais vous ne savez pas ce qui va se passer derrière. Et c'est comme ça qu'on a créé Cement. C'est de se dire, effectivement, je vais prendre l'ensemble de mes interlocuteurs du marché, propriétaires, locataires, prestataires et mon gestionnaire, évidemment. Et là, on va nous fournir des outils de base et on va intégrer petit à petit l'ensemble des informations qui vont compléter cet écosystème. Alors, l'intervention d'avant était parfaite et clairement, on va échanger les cartes parce que moi, je vois bien cette agrégation de données, en tout cas, et l'intégrer sur Cement parce que c'est exactement ça. Et surtout, ces données-là, toutes les données que l'on parle, elles sont où ? Elles sont accessibles à qui ? Quand vous vous connectez en tant que copropriétaire, qu'est-ce que vous avez accès et quelle est votre relation avec votre gestionnaire ? Vous avez un extranet, quelques informations. Vous avez un autre accès, un autre mot de passe pour aller chercher vos consommations Linky. Vous avez un autre accès, un autre mot de passe pour aller chercher vos assurances. Vous avez peut-être un réseau de voisinage. Vous êtes totalement désengagé de tout ça. Nous, on a recentralisé, donc d'où cette notion de hub, et de venir en tout cas petit à petit construire cet écosystème. Donc vous pouvez me dire, on paraît en tout cas assez loin de l'intervention d'aujourd'hui, mais néanmoins, on va pouvoir apporter de l'information qui va être assez importante, et notamment sur des indicateurs qui sont un peu fous en ce moment, mais sachez qu'il y a 30% des copropriétés qui sont en difficulté financière actuellement. C'est énorme. Sincèrement, c'est assez inquiétant. Et pourquoi ? Parce qu'effectivement, quand vous l'achetez, vous n'avez pas toute cette notion de durée de vie théorique des techniques. Vous venez de faire un crédit sur 30 ans et dans 2 ans, la chaudière gaz collective est morte. Est-ce que vous pouvez l'acheter ? Est-ce que vous avez capacité financière de l'acheter ? Et si vous n'avez pas les capacités, sachez qu'on peut vous saisir l'appartement parce que vous allez mettre en difficulté la copropriété. Les enjeux sont majeurs et pourtant, ils n'ont pas été traités.
Et donc c'est effectivement pour ça qu'on a créé Siemens, c'est vraiment pour accompagner les professionnels dans cette agglomération de données et pour faire en sorte qu'on puisse avoir une vraie gestion collaborative entre l'ensemble des acteurs du marché. Donc votre lien par rapport à l'environnement, déjà, on peut cerner par exemple quelle est l'empreinte carbone de son bâtiment, de son appartement, de son logement. Mais exactement, alors c'est tout à fait ça. Vous payez votre facture, vous payez vos vous payez vos euros, parce qu'après d'ailleurs il faut les traduire en kilowattheure, mais c'est quoi un kilowattheure? Et est-ce que l'appartement ou est-ce que votre résidence, elle est plus performante que celle qui est à côté, construite à peu près à la même époque? Toutes ces données-là, vous les avez pas, vous les connaissez pas, et en plus de ça, on les a rendues complexes. Quand vous prenez un décompte de charges en copropriété pour lequel il y a une chaudière collective, on vous met des fois des répartiteurs, on vous parle d'unités, on vous parle de répartition 30-40, enfin, c'est très compliqué et au final c'est pas accessible et c'est pour ça qu'effectivement on avait échangé avec l'Agence parisienne du climat sur ce module qui s'appelle Coach CoPro pour la rénovation énergétique. 12 millions d'euros de mis sur le marché. On va essayer de déclencher au maximum la rénovation énergétique. En 3 ans, ils ont dû finir que 2 projets. Parce que, à un moment, il y a la pré-étude, vous ne savez pas quelle est la performance, donc il faut lancer quelqu'un pour faire une étude. Il va vous dire que vous consommez peut-être plus, et puis ensuite, il faut arriver en AG, il faut passer la commande, il faut déjà mettre tout le monde d'accord, ensuite, il faut suivre les prestataires, ensuite, il y a le travaux. Ça va prendre... On se plaint des fois qu'il faut 7 ans pour mettre une éolienne. Je pense qu'il faut autant de temps pour créer des travaux de rénovation énergétique sur un bâtiment. Mais l'éolienne, il peut y avoir des mouvements de contestation des associations par rapport à l'environnement, justement, donc c'est paradoxal, mais chacun peut avoir ses propres raisons. Mais là, est-ce que vous avez des exemples de projets ou pour des syndics où vous passez aussi par des prescripteurs que sont le président et le conseil syndical pour utiliser vos services? C'est exactement ça en fait. Le but, c'est vraiment d'avoir cette gestion collaborative. Quand vous avez une assemblée générale de copropriétaires actuellement, il faut savoir que au niveau représentativité, vous êtes autour de 20%. 20% des gens votent en assemblée générale. C'est une moyenne nationale. Sachez en plus que par rapport à ça, et là c'est un contexte réglementaire, il est là le problème, mais vous pouvez avoir un copropriétaire qui clairement n'a pas envie de dépenser parce qu'il a déjà un locataire et que ça lui suffit amplement. Il va pouvoir attaquer le PV d'AG sans être venu. Il a 30 jours. Il a 30 jours. Il a 30 jours. Et donc c'est comme ça. Et puis là, on part sur un cycle de négociation pendant 2-3 ans. On attaque le PV d'AG. Et puis à un moment, il va se dire mon immobilier est rentable, je vais vendre mon appartement et je vais laisser les autres se débrouiller avec. C'est un non-sens. Et quand nous, par exemple, on a créé cette AG, cette Assemblée Générale digitalisée, qui était une première en plus mondiale avec un travail sur la technologie blockchain, et je vais vous expliquer rapidement pourquoi, effectivement, on est arrivé à 70% de votants. Imaginez la représentativité. C'est sur un laps de temps plus long, d'une semaine. Ce que l'on fait, c'est ça, c'est rendre accessible, partager l'information, avoir cette approche vraiment pédagogique, laisser une semaine pour voter, ce qui va vous éviter d'avoir une assemblée générale qui se termine à 3h du matin où on essaye de les passer sur la fin parce que les gens disent oui à tout. Qui coûte avec le temps. Plus elle dure, plus elle coûte. Exactement, tout à fait. Donc effectivement, on est passé sur des solutions complètement en ligne. Par contre, il faut savoir que tout ce que l'on fait pour faciliter la prise de décision, accélérer la transition énergétique, ça n'a aucune valeur légale. C'est-à-dire qu'il y a une réglementation. La réglementation en copropriété date de 1965. Donc imaginez que les questions du numérique n'étaient pas encore totalement abordées. Mais on en est là. C'est-à-dire que le numérique, dans ces métiers-là de gestion, ne sont pas du tout abordés. Et pourtant, ça sera vraiment l'élément accélérateur. On a parlé de la blockchain, par exemple. La blockchain, pour nous, c'est un tiers de confiance. Votre PV d'AG, qu'est-ce qui se passe? Vous avez des intérêts qui sont divergents. Vous avez des copropriétaires qui, même entre eux, ne sont pas d'accord. Et en plus de ça, les données ne sont pas forcément accessibles. Nous, ce qu'on s'est fait, c'est technologie parfaite. C'est-à-dire qu'on va utiliser la blockchain pour dire, on va tracer qui a voté. On va tracer effectivement les quotités, savoir si les quorums sont atteints. On va écrire ça dans un PV d'AG. On va le rendre complètement immuable et totalement inattaquable. C'est-à-dire que le PV d'AG qui sort, plus personne ne peut le toucher. Plus personne n'a pu le verrouiller, changer les données, changer les votes. Il est fidèle et il a une vraie... encore une fois, il n'a pas de valeur légale parce que là, c'est une approche judiciaire. Effectivement, on n'a pas encore abordé cette technologie blockchain. Il faut faire bouger les lignes, mais il y a un potentiel énorme. Il y a peut-être un peu de lobbying. Je pose la question. Alors, vous avez parlé de plateforme collaborative, de data, de blockchain. Donc, il y a du numérique. Vous exploitez le numérique et aussi de l'IA. À quel niveau de degré? Alors, à quel degré? Je pense qu'effectivement, l'IA, on en est loin. Parce qu'avant de parler d'IA, il faut créer les scénarios. C'est-à-dire que l'IA, c'est une somme de scénarios inimaginables qui va permettre effectivement d'accélérer la prise de décision. Sauf que les scénarios, ils sont où actuellement? Elles sont où les données?
Ce qu'il faut savoir, c'est que dans toute cette chaîne de valeur là que l'on parle, entre le copropriétaire, le locataire, le syndic qui en plus a un outil métier et les différents prestataires, il y a des acteurs qui ne jouent pas tous le jeu. Il y a des acteurs qui ne libèrent pas la donnée. Il y a des acteurs qui les gardent pour eux et qui font en sorte qu'on ne puisse pas les exploiter. Et ces données-là, ils sont dans... Enfin, on ne citera pas de nom, mais nous, on lutte contre ce lobbying-là. Elle appartient aux propriétaires. Elle appartient aux propriétaires, elle n'est pas libérée, donc elle n'est pas exploitable. Et ça empêche un nombre de startups de venir sur le marché qui se sont cassés les dents dessus et qui sont repartis parce qu'effectivement, elle n'est pas libérée. Question, elle appartient aux copropriétaires. Vous additionnez 2 données qui donnent une 3e donnée en termes de valeur ajoutée. Issue de 2 copropriétaires, à qui appartient-elle? À l'éditeur qui permet le croisement des datas? Toutes les données appartiennent aux copropriétaires. Il faut déjà imaginer que le syndic ou les gestionnaires, les syndics ne sont que les prestataires de services des copropriétaires, que toutes les données appartiennent aux copropriétaires à une résidence, et que de toute manière, par rapport à ces données-là, une copropriété, c'est quoi? C'est que chaque copropriétaire a une clé de répartition qui correspond à sa quote-part sur les parties communes. Donc effectivement, cette donnée-là, elle est là, elle est présente, elle existe, peut-être pas en temps réel, mais elle existe, mais elle est bridée par des éditeurs de logiciels, je dirais pas non, mais par des éditeurs de logiciels qui, eux, fonctionnent sur des circuits complètement fermés et qui ne libèrent pas la donnée. Propriétaire. Cette donnée propriétaire. Système propriétaire. Exactement. Cette donnée-là libérée, je peux vous garantir que le métier de syndic de copropriété est un métier d'avenir. Ça sera un métier passionnant. Et là, ils ont des problèmes de recrutement. Si cette donnée-là est libérée, vous allez voir que ça sera vraiment des experts. Qui peut profiter aux économistes de la construction pleinement, puisque en aval, c'est une remontée d'informations qui peut être partagée pour les économistes et les acteurs de la filière. Comment, on parle de ville intelligente de plus en plus, comment vivent les copropriétaires, les locataires dans un logement, en résidentiel ou dans un environnement professionnel. Donc c'est bénéfique et vertueux pour tout le monde. Il faut libérer, pas nos camarades, mais il faut libérer la data. C'est exactement ça, vraiment pour tous les acteurs, que ce soit les prestataires de services, même l'intervention du plombier, du carreleur, du menuisier. Plus on aura accès à la donnée, plus la donnée sera valorisée, plus on tirera tout le monde vers le haut. Et ça ne se joue à pas grand-chose. Hein. On parle de 4 éditeurs en France. Hein. Il n'y a pas grand-chose pour ça. Mais ça prend du temps, il faut le comprendre. Et ces acteurs-là empêchent les métiers d'évoluer. Il faut libérer la donnée. Mais qu'en pense Louis-Marie Guillaume, vous qui éditez des solutions d'IoT, donc vous allez chercher les informations par des boîtiers. Il n'y a pas une possibilité de capter directement l'information avec l'accord des copropriétaires? Parce que tout l'enjeu est là. Hein. On parle d'empreinte carbone, mais l'empreinte carbone, ça nous concerne tous au quotidien. Donc plus on sait quel est notre comportement, plus on saura gérer notre relation à l'environnement et utiliser l'IA, qui n'est pas une finalité en soi, mais qui est un moyen au service de notre environnement et bien-être. Lorsqu'on met nos capteurs sur des abribus, on a fait ça avec JC2Co, et parce que JC2Co dit je suis en train de transformer mon business model d'un abribus, maintenant je vais être un témoin dans la ville, et ce témoin de la pollution, de la qualité de l'air, des odeurs, des toxiques, du nombre de gens, des bruits, des lumières. Puis après, on est arrivé au niveau de la data. À qui elle appartient la data ? Est-ce qu'elle appartient à nous, parce que c'est nous qui arrivons à la mesurer et à la collecter? Est-ce qu'elle appartient à l'abribus, parce que c'est JC2Co? Est-ce qu'elle appartient à la collectivité, parce que je suis dans la ville d'Avignon? Est-ce qu'elle appartient aux commerçants, parce que moi je suis McDonald's, et c'est vrai que je donne des odeurs de friture ou de hamburger, etc. C'est tout l'enjeu d'aujourd'hui. Quand on dit que la data, c'est le pétrole de demain, l'enjeu d'aujourd'hui, ça va qui contrôle. Donc nous, le conseil, il faut qu'on revienne sur du bon sens, des partages. Et il ne faut pas que cette data soit vendue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, malheureusement, plus personne ne contrôle nos propres data. Dès que vous inscrivez quelque part, on vous demande de nouveau vos cookies, etc. Et vous ne contrôlez plus, vous, individuellement, vos data. C'est votre banque, c'est votre compagnie d'assurance, c'est votre retailer, c'est votre compagnie... Voilà. Et donc, l'enjeu de demain va être un enjeu de contrôle de cette data, mais également, j'espère qu'on aura de nouveau du bon sens, que ceux qui gardent... Alors, les GAFA, hein, Google, Apple, Facebook, Amazon, c'est leur grand enjeu. Ils veulent tous piquer vos datas et dire bah non, une data d'une société de construction, bah moi je fais de l'isolation et quand je remonte des données d'isolation, ça serait peut-être pas idiot qu'elles m'appartiennent et que je puisse demain les monétiser par rapport à un facility manager, ce genre de choses. Mais c'est l'enjeu d'aujourd'hui. On est, nous, on lutte par rapport à des très 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 grands groupes, mais les enjeux vont être énormes. D'accord. Alexandre Pierre,
Vous êtes chercheur universitaire, vous connaissez ces startups, bon nombre d'entre elles. Quelle est votre vision sur leur degré d'exploitation du numérique, sur leur degré d'exploitation d'avancement dans l'intelligence artificielle, sachant que vous, votre quotidien, ça peut être le BIM, la maquette numérique notamment. Donc, quelle est votre vision d'universitaire sur des gens qui font? Alors, premièrement, merci pour l'invitation. Deuxièmement, je ne vous remercie pas pour cette question. Non, je rigole. C'est une question difficile parce qu'il y a deux startups dont je me rapproche plutôt vis-à-vis de mes activités de recherche et développement qui sont Extri et dans l'impression 3D. Oui. Et qui finalement, le futur, c'est, d'après ce que j'ai écouté d'Alban et de Jim, c'est d'acquérir de la data, c'est-à-dire ce que fait Rubix, et ensuite de faire de la blockchain, donc ce que fait Ciment. Donc en fait, la start-up idéale, c'est l'assemblage. C'est l'assemblage de tous les maillons de la chaîne de valeur. Quatre. Donc ce serait peut-être vous le futur CEO de cette start-up. Donc l'idéal, c'est, voilà, il y a l'acte de construire qui est représenté par Extri, SolLiquid, qui est complètement novateur vis-à-vis de l'environnement, parce qu'on va utiliser moins de matériaux. Il faut savoir que le ciment, c'est à peu près 8-10% donc, d'émissions de gaz à effet de serre, l'industrie cimentière. Donc il faut réduire cette part de ciment dans la construction. Et ensuite, alors, vis-à-vis de tout ça, sur l'acquisition de data, il faut aussi sensibiliser à est-ce que l'utilisateur veut ça? C'est-à-dire que, est-ce que moi, si je vais construire ma maison ou je vais acheter mon appartement, je pose une question, est-ce que c'est seulement le coût qui m'intéresse? Et je pense que c'est actuellement la majorité d'entre nous qui avons acquis à bien, c'est surtout ça qui nous a fait pencher, alors la localisation près de mon travail et le coût de mon logement, mais à terme, dans le futur, je pense, c'est est-ce que je veux un logement qui soit sain? Donc ça va être les capteurs peut-être de Rubix, au sein d'un syndic qui est sain aussi, où la data passe bien, donc ça va être Ciment. Et puis j'ai des données aussi sur la construction, c'est-à-dire que je sais que peut-être le mur de la chambre de ma deuxième fille, il a été produit par Extri et ou SolLiquid, et eux, ils ont obtenu de la data pendant le système de production. Donc finalement, de A à Z, je sais ce que j'achète. Et donc c'est un facteur d'économie, exploiter la data, pour la maintenance, les futures constructions, la rénovation. Et bien sûr, donc il y a un problème de pouvoir d'achat, mais au final, c'est vertueux. Je ne sais pas si c'est vraiment un problème de pouvoir d'achat, parce que je ne suis pas sûr que les solutions qui feront que l'intelligence artificielle sera de plus en plus, quasiment peut-être généralisée dans les années à venir. Donc ça sera Amal El Fallah qui nous le dira peut-être cet après-midi, qui est plus spécialiste de l'intelligence artificielle, mais je ne suis pas sûr que ça donne un coup plus fort sur l'acte de construire et sur la maintenance. Enfin, ça, après, moi, je suis plutôt universitaire, donc j'essaye de me détacher des... On a deux chercheurs au moins dans la salle, et on a Amal El Fallah Sekrouchni qui est ici, qui participe à la conférence de 18h, qui est une chercheure reconnue dans le monde entier, française, sur l'intelligence artificielle. Donc ça prouve qu'on est, au travers de nos intervenants et nos experts, vraiment dans le cœur du sujet. Alors j'aurais une autre question maintenant. Quel est l'état des lieux, l'état de l'art et le potentiel de progression des universités et de la recherche pour exploiter encore mieux le numérique, le digital et l'intelligence artificielle? Alors, elle vous va cette question? Très bien. Alors, vis-à-vis de la recherche, il y a une première chose. C'est-à-dire, quels sont les points positifs et d'amélioration? Alors, les points d'amélioration vis-à-vis de la recherche, je vais parler française, sont bien sûr d'être créatif. Premièrement, c'est d'être créatif, de proposer des pistes d'innovation et bien sûr en échangeant avec les startups et les entreprises qui sont dans l'action quotidienne sur l'acte de construire. Ensuite, il faut aussi une politique gouvernementale qui fait qu'on va donner des moyens à l'université d'avancer sur ces projets du futur qui sont pour l'instant pas généralisés, qui sont minoritaires dans l'acte de construire. On peut prendre l'exemple, donc moi j'ai été pour l'anecdote à Eindhoven en fait, où l'université en fait centralise les compétences de plusieurs entreprises, de bureaux d'études structures, thermiques, et par exemple l'impression 3D va se faire au sein de l'université. Et l'université arrive à centraliser ça. Donc peut-être que pour les laboratoires, alors
ça concerne peut-être pas tous les laboratoires dans le domaine du génie civil de recherche français, mais peut-être de mieux centraliser, de mieux échanger les informations avec les entreprises et les startups, et surtout voilà, d'avoir un bon échange et pas forcément être dans des partenariats. La concurrence. Des partenariats. Il y a des clusters qui existent en France, mais c'est renforcer les partenariats. Peut-être que Xtree pourra développer, et peut-être qu'Xtree pourrait... donc maintenant, vous êtes à Dubaï, on utilise votre technologie à Dubaï, et je ne sais pas si c'est le cas en France, donc ça vient aussi d'une politique gouvernementale qui doit dire, je ne sais pas, une mairie va construire un collège, de ce collège, je veux tant de % imprimés en 3D. Donc ça doit venir des futurs clients. Ça doit venir dans le cahier des charges. Et alors justement, j'inverse la question, puisqu'on a des dirigeants d'entreprises, des fondateurs aussi. Quel est le degré de relation, de partenariat de vos sociétés avec, puisqu'il s'agit de R&D, avec l'université et la recherche en France ou à l'étranger? Nous, on a la chance d'être très proche des ponts et chaussées, mais on travaille aussi avec Centrale Lille, avec beaucoup d'universités. Et aujourd'hui, on essaye d'aller encore plus, de leur donner plus de possibilités d'utiliser nos technologies. Donc on est en train de développer là une version pour les universitaires. Et on a la chance en France d'avoir de très bonnes universités avec des très bons experts. Après, on a un problème en France, c'est que c'est très dur par rapport où on peut voir en Suisse ou des modèles comme Eindhoven ou des modèles comme ça, de mixer entreprises et universités. On a une séparation très forte, on l'a vu aussi en architecture. Les universitaires sont indépendants. Ils ne sont pas liés à une entreprise, pour le bon comme pour le mauvais. C'est-à-dire que d'un côté, ils peuvent faire leur recherche sans être influencés. D'un autre côté, l'université n'a pas des fonds infinis, n'a pas les connaissances, on va dire, du terrain pratique. Et c'est vrai que c'est important de pouvoir mixer les deux pour que nous, entreprises, on puisse, on va dire, travailler avec des universitaires qui sont la pointe de la recherche, et les universités avoir accès à nos technologies et à notre savoir-faire pour qu'on aille plus vite. Et on peut le voir, il y a des modèles en Suisse où les deux sont mixés. Lausanne, Lausanne, exactement. Qui ont des résultats qui font 10 fois plus parler que ce qu'on fait en France, alors qu'en France, notre recherche est très forte. Bien sûr. Donc ça manque de... D'ailleurs, l'HTML, le web, c'est suisse aussi, le CERN, au départ. Donc ça manque de support, de passerelle, alors qu'il y a une volonté, il y a un besoin, c'est vertueux, entre les deux qui doivent absolument travailler ensemble, parce que tout ça, c'est de la R&D, c'est aussi le quotidien des économistes de la construction, pour développer le numérique et l'IA en France. Ça manque d'éléments de structure, en fait, de passerelle. Et peut-être une façon de penser aussi. Qu'on se transforme et qu'on se dise que les entreprises ne sont pas forcément méchantes et qu'on peut peut-être travailler ensemble et on ira peut-être plus vite. D'accord. Bon, on en parlera aussi à 18h. Jim, René, votre relation avec les universités? Non, alors nous on est tout jeune, donc c'est des choses qu'on commence à envisager, mais effectivement, c'est très intéressant, surtout d'un point de vue, déjà le fait de développer ce partage de connaissances qui me semble essentiel, mais surtout, comme vous le disiez, on est sur de la R&D, c'est vraiment de la R&D pure, et même pour des questions de financement, finalement, il y a un moment où on est, en tant que micro-entreprise, on peut pas... Votre priorité, c'est lever des fonds. Oui, et puis surtout, on n'est pas capable aujourd'hui d'internaliser des experts, des ingénieurs matériaux qui peuvent venir travailler. Tu as dit la priorité de la recherche en France, ce serait aussi, à mon avis, de lever des fonds, mais on pourra en parler. Voilà, ça fait partie, des choses qu'on regarde, tout à fait. D'accord. Louis-Marie, Guillaume, quand on développe des solutions d'IoT, il y a beaucoup de techno derrière. Quelles sont vos relations? Ou alors, est-ce que c'est de l'ordre du recrutement de jeunes talents? Ça peut être ça aussi la réponse. Alors, puisque vous êtes une vingtaine de personnes. Et on recrute, normalement, on devrait doubler cette année. Ça va de mieux en mieux. Plutôt que se plaindre, de dire d'un côté, il y a les chercheurs qui font de la recherche, de ce qu'on appelle du R, que de la recherche. De l'autre côté, il y a des entreprises qui essayent de gagner de l'argent, au moins pour payer les salaires et payer l'URSSAF et payer tout ça, etc. Ces deux mondes sont en train de se rejoindre et c'est la bonne nouvelle. C'est-à-dire de plus en plus, les entreprises ont appris comment procéder des universités, parce qu'on a appris de ce qui se faisait de bien aux États-Unis, en Allemagne, en Angleterre et aux Pays-Bas, et en France, si on n'y arrivait pas. Donc moi, je suis plutôt optimiste là-dessus. Aujourd'hui, c'est attirer des talents, c'est par exemple pousser encore plus d'ingénieurs. On manque cruellement d'ingénieurs. On a loupé, je rappelle quand même, c'est nous qui avons créé le Minitel. Minitel, ça paraît ringard, mais c'est l'enceinte du web. Aujourd'hui, la dernière société française informatique,
on est un monde d'ingénieurs, ça s'appelait Bull. Bull, mes enfants savent même plus... Enfin, ils vont dire que c'est un taureau. C'était racheté par Atos. Ouais, c'était racheté par Atos, mais en termes de recherche et développement, etc. Donc là, on est à l'aube d'énormes enjeux, le big data, l'intelligence artificielle, etc. J'aimerais qu'on se mette tous autour de la table, des gens de bonne volonté, de bon sens, où on se comprenne les uns les autres par rapport au gouvernement. Donc je suis plutôt positif, parce qu'il vaut mieux l'être quand on est créateur d'entreprise. Parce que vous êtes volontaire. On a toujours cette volonté de voir le verre à moitié plein que le verre à moitié vide. Oui, les universités sont en train de changer. Oui, nous, on travaille aussi bien avec des IUT qu'avec des grandes écoles, Centrale en l'occurrence, Centrale Paris. Mais on travaille également... on travaille avec des labos, par exemple, je citais AirParif ou Atmo pour la qualité de l'air. À Strasbourg, travaille également avec des petites universités. D'accord. Guillaume Pérodin, vous exploitez la technologie blockchain. Est-ce que des travaux universitaires pourraient vous être utiles ? Peut-être, non, mais en fait, il y a deux choses à séparer. Il y a la technologie blockchain qui, effectivement, après, un peu comme Internet, hein, c'est ce qui est caché. Donc, effectivement, on a besoin aussi de personnes qui sont formées à ça. Mais après, j'ai aussi besoin, surtout, de personnes qui l'utilisent. Parce que la technologie n'est pas une finalité en soi. Donc, le problème, c'est qu'on peut avoir la plateforme la plus innovante possible. Si derrière, mes professionnels au quotidien ne l'utilisent pas, parce que là, on le voit bien. Pendant des années, ils ont été formés sur leur métier, fixés sur des textes de loi qui ont été faits il y a quelques années. Et là, il y a des vrais problèmes de recrutement parce que le métier ne fait pas rêver, mais surtout, on le voit bien, on force la main maintenant aux écoles en disant on fait une offre de formation adaptée aux outils numériques. La plateforme, elle est là, sauf qu'on la vend. Mais j'ai pas les équipes, j'ai pas les personnes sur le terrain pour l'utiliser derrière. Donc nous, la formation, elle est aussi sur ces gens-là en disant voilà l'outil, utilisez-le, parce que plus vous l'utiliserez, plus on aura de données, plus on les exploitera. Alors, il y a les deux, c'est-à-dire qu'il faut qu'on trouve des très bons techniciens sur ces technologies innovantes et notamment sur les nouvelles approches, mais il faut aussi qu'on ait des utilisateurs derrière qui s'approprient l'outil numérique pour faire évoluer le métier. Et c'est peut-être plus là le point bloquant. Et après, oui, il faut on est d'accord que il faut bien réunir tout le monde. Après, nous, sincèrement, on force le destin. C'est-à-dire que c'est aussi notre part de responsabilité. On y va avec un produit, une vision qu'on partage. C'est aussi à nous de forcer le destin en tapant à la porte de l'école en disant, voilà, maintenant, on voudrait créer une offre de formation dédiée à notre produit. Et c'est ce qui se passe. D'accord, merci. Alexandre Père, vous voulez un mot de conclusion ? Je vais juste rebondir sur l'aspect formation, sur l'aspect impression 3D, par exemple. L'impression 3D, ça repense l'acte de construire. Actuellement, alors vous m'arrêtez si je me trompe, il y a peut-être un master qui s'appelle Design by Data, mais je pense qu'on peut encourager aussi la formation à ces nouvelles techniques de construction que nos étudiants, moi je parle pour mon département de génie civil de l'université de Cergy, nos étudiants ne connaissent pas forcément toutes ces nouvelles techniques. Sinon, je vous laisserai quand même le mot de la conclusion. En tout cas, moi, j'ai appris plein de choses. Et puis, idéalement, il faut mixer toutes les technologies qui ont été données et énoncées aujourd'hui. Je comprends. La complémentarité, la spécificité, l'intérêt, la valeur de chaque entreprise qui réussit bien sur son marché. Et puis, la complémentarité en termes de chaîne de valeur, finalement. Est-ce que vous avez des questions, des remarques, des commentaires ? N'hésitez surtout pas, parce que je pense qu'on a des invités de qualité. Et on est à votre écoute. Et Madame Ségouchny, si vous voulez intervenir, comme vous êtes invité à 18h, mais si vous voulez aussi intervenir. Et Pascal Asselin, est-ce que tu veux dire un petit mot ? Oui, Pascal Asselin, donc président de l'Intech. Merci d'être venu. Moi aussi, j'ai appris plein de choses. Et on navigue souvent avec, je reconnais des gens dans la salle, notamment les gens de la QC, l'agence qualité construction. C'est des problématiques auxquelles on est souvent confronté. Par exemple, je pensais à la blockchain, on est en train de parler du carnet numérique du bâtiment qu'on n'arrive pas à sortir pour des tas de raisons. Et on est en train des fois d'inventer des usines à gaz. Et il y a des modules qui existent, qui commencent à faire jour. Par contre, on se retrouve confronté souvent aux mêmes problèmes, des problèmes réglementaires. Vous parliez de l'impression 3D. Le problème, c'est derrière, il faut de l'assurance. Quid ?
qui assure ce genre de choses. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire on va vers des systèmes combinés. Je pense qu'on va vraiment développer de façon exponentielle tout ce qui est préfabrication, peut-être en 3D, et après pose sur les sites, plutôt que de déplacer la machine sur les sites. Il y aura peut-être un combiné des deux. Et puis j'avais une question quand même de façon globale. Comment vous en sortez avec la RGPD, la CNIL? Donc c'est une question que je vais poser à Louis-Marie Guillaume. Voilà, Louis-Marie Guillaume, oui. Parce que pour Rubix sur les solutions d'objets connectés. Voilà. C'est la question fondamentale. C'est-à-dire qu'il faut vraiment respecter la vie privée. Alors par exemple, nous on a une charte où on repère les bruits. Donc là il y a un bruit de fond. Mais on s'engage à ne jamais avoir de capteur d'enregistrement. Donc je saurais reconnaître des bruits, des sons spécifiques, le son. Mais par exemple une parole, on l'enregistrera jamais. Lorsqu'on travaille avec des gens qui font de la reconnaissance faciale, donc eux ils peuvent le faire. On travaille avec le gouvernement notamment par rapport à des situations militaires. Mais nous, jamais on va mesurer de façon individuelle une nuisance. Je saurais que dans une pièce, il y a telle odeur. Je saurais que dans tel étage, il y a autant de personnes par rapport à du CO2. Je saurais qu'il y a tel bruit, mais jamais j'arriverai au niveau de l'individu. Et là, on respecte à plein, et c'est logique, les RGPD. C'est la relation au sens que vous captez, plus que les personnes. C'est uniquement ça, c'est la relation au sens. D'accord, voilà. Ce qui est très riche. Ce qui est riche. Et après, on va pouvoir dire... C'est une matière infinie. Il faut qu'on puisse, par rapport à cette qualité professionnelle des gens qui travaillent dans cette usine, améliorer ce genre de choses parce qu'on a repéré une toxicité de molécules qui est anormale. Mais on ne va jamais dire c'est l'équipe de Jean Dupont avec ses 4 collaborateurs où il y a un problème. Donc on respecte, et ça paraît logique, les RGPD. Bien sûr, qui est passé cette année à l'échelle européenne. Nous, on l'a traité, enfin, ça nous a coûté vraiment très cher en tant que start-up, en tout cas, d'amener cette partie RGPD. Je pense que les avocats, d'ailleurs, en ont bien profité. Mais tout est vraiment dans le consentement, en tout cas. Mais ça pose des vrais problèmes. Si par exemple, on se retrouve dans une résidence avec plusieurs copropriétaires, qu'une personne n'a pas accepté le consentement, par exemple, cette personne-là, on sera incapable de lui dire tout ce qui est les dérives de consommation, regarder ses performances, est-ce qu'il est insalubre, quels sont ses problèmes de qualité de l'air, etc. Enfin, on poussait un peu au maximum, on est incapable de l'informer d'une dérive. Bien sûr, mais il y a aussi l'après. Si par exemple vous êtes racheté par un GAFA, ce que je vous souhaite peut-être à titre privé, mais c'est peut-être pas l'intérêt des copropriétaires non plus. Donc je schématise. Hein. Oui, non, vous avez raison. Après, c'est quid après, quid. Mais nous, après, en tant que start-up et en tant que créateur de projet, sincèrement, on a un intérêt commun. C'est-à-dire qu'on a une volonté, effectivement, d'apporter beaucoup d'éléments, d'apporter de l'information, de changer les choses. Enfin, ça fait peut-être un peu image vue dans la Silicon Valley, etc. Mais on a vraiment cette volonté-là. Alors après, on le traite comme on peut, et puis on ne sait pas ce qui se passera par la suite. Mais dans tous les cas, si on arrive en tout cas à apporter une brique dans tout ça, on sera déjà relativement satisfait. Que la boîte soit là dans 6 mois, 1 an, 10 ans ou disparaisse. Mais on aura apporté au moins de la création de valeur Exactement. Au service du bien-être des copropriétaires. Tout à fait. Merci. Des réactions dans la salle? N'hésitez surtout pas. Écoutez, merci beaucoup. À vous tous. Ah, il y a une question. Pardon, je n'avais pas vu. Oui, merci. Quand j'entends intelligence artificielle, j'entends intelligence. Il y a une peur qui circule parmi les architectes et un fantasme aussi, qui est la substitution de l'ordinateur à l'intellect humain pour la création d'objets architecturaux. Dans l'industrie, ça commence à venir avec des processus itératifs qui permettent de concevoir des radiateurs ou des vélos qui optimisent la quantité de matière par rapport à un objectif de résultat à atteindre. J'aimerais savoir si dans le secteur de l'ingénierie et de la construction, il y a déjà des travaux qui sont entrepris là-dessus. Est-ce qu'il y a des algorithmes suffisamment puissants qui sont capables de prendre en considération des flux de personnes, des entrées-sorties, un programme donné par un PLU ou dicté par un promoteur, et qui permettrait de déboucher sur une conception architecturale originale. Automatisée. Automatisée, oui. On a l'impression que pas à pas on y va, puisque
ça va aller de plus en plus vite. Et si vous n'êtes pas complètement toujours dans l'IA, vous êtes déjà beaucoup dans la numérisation. Et la déferlante est tellement rapide, la techno, et vous avez toute la maîtrise pour la maîtriser, cette techno, en fait. Alors, je ne vais pas parler forcément dans le monde de la construction, mais vraiment plus généraliste. Il faut concevoir que le digital et le numérique n'est qu'un support à l'humain. Et votre exemple sur l'architecture, c'est un bon exemple. Mais vous pouvez aussi le dupliquer par rapport aux médecins ou aux radiologues. Il s'est avéré, vous aviez Nicolas Bouzou qui était l'année dernière, il est intervenu il y a 15 jours, 3 semaines aussi, nous en Normandie, mais il reflète bien ça et dit qu'effectivement, derrière, ça reste de la logique, c'est de l'algorithmie et il reste l'humain. Quand vous savez qu'une intelligence artificielle est meilleure que 90% des radiologues en Chine pour détecter le cancer, vous vous dites qu'effectivement, il n'y aura plus de radiologues. Mais non, il y aura toujours le radiologue qui supportera cette technologie et qui au contraire, s'enrichira et restera l'humain et la partie partage aussi de connaissances. Un algorithme n'a pas d'humanité, entre guillemets. Donc c'est à vous aussi, après, architectes comme les autres métiers, de convaincre et de s'appuyer sur ces métiers-là pour prendre les bonnes décisions, pour communiquer aussi avec vos clients, pour... voilà, c'est qu'un support. Dans la relation humaine et monter dans la chaîne de valeur, dans le conseil et la création et l'intuition, parce que ça, c'est pas les algorithmes qui vont remplacer l'intuition et le génie créatif. Et heureusement. Et l'amélioration de l'intelligence artificielle n'est pas destructrice d'emploi, au contraire, elle en créa. C'est ce qu'il appelle effectivement la destruction créatrice. C'est voilà. Joseph Schumpeter, voilà. Il y a exactement. Une création destructrice. On est en plein dedans. Et les métiers vont évoluer grâce au numérique, mais sur plus de création de valeur. Et par contre, ce sera au métier effectivement d'évoluer et de s'accompagner. La vraie crainte, elle est là. Alexandre ? Juste pour ajouter, c'est important aussi vis-à-vis au niveau de la formation, c'est-à-dire que nous, par exemple, nos étudiants sont demandeurs d'outils numériques, d'utiliser plein de logiciels pour faire plein de choses, parce que c'est comme des jeux vidéo finalement. Et ce qu'il ne faut pas oublier de dire, c'est qu'il faut un certain esprit d'analyse, que dans tous les cas, le logiciel, il fera sans doute mieux les calculs que nous à la main, mais qu'il faut quand même avoir cet esprit d'analyse et surtout cette créativité, aussi une créativité, savoir concevoir, savoir analyser, parce que tout le reste, finalement, l'intelligence artificielle le fait déjà mieux que nous. Et donc, c'est important de sensibiliser les futurs acteurs de la construction là-dessus, sachant qu'ils vont voir leur métier. C'est le rapport du Conseil d'orientation pour l'emploi qui dit que quel que soit le niveau d'activité, le niveau de qualification, il y a un métier sur deux qui va évoluer. Et il y a plein de métiers qui n'existent pas encore aujourd'hui. D'ici 15 ans, 20 ans, il y a de toute façon, même avant l'IA, on disait que d'ici 50 ans, la moitié des métiers n'existaient pas encore et seraient à créer. Donc ça va se renforcer parce que la déferlante va être sur de la base de la techno, mais encore plus forte. Ce qui est clair, c'est qu'on voit déjà ce qu'il faut faire. Il faut maîtriser l'IA, on y participe, mais on est une petite goutte d'eau dans l'océan. Sinon, c'est l'IA qui nous maîtrise. Il faut monter en valeur dans la création, dans le génie créatif, dans l'intuition, avec des outils qu'on va pouvoir utiliser de façon avec des process automatisés. C'est ça l'IA, c'est par des algorithmes. Mais il faut toujours, la formation est clé, et on en parlera aussi dans la conférence de 18h, et il faut qu'il y ait, c'est facile de dire il faut, mais on manque, on pleure sur les data, on parle beaucoup, on pleure sur les GAFA en France, et il y a les Chinois qui arrivent, on parle beaucoup de manque d'argent, on parle beaucoup d'éthique, parfois on est meilleur en éthique qu'en IA, sur l'IA, donc bon, c'est intéressant, mais en tout cas, il faut le dire. Et il faut des budgets, parce que Mme Seghrouchny pourra en parler, on est encore faible en termes de volonté des pouvoirs publics et de volonté politique sur l'IA en France, alors que, comme vous le dites, Louis-Marie Guillaume, on a inventé le Minitel parce qu'on a les meilleurs chercheurs, et c'est connu, parce qu'on a la meilleure formation, donc il faut que nos formations se renouvellent. Je pense que, Pascal, tu peux peut-être aussi en parler. Ça fait 3-4 ans qu'on anime des congrès où on parle toujours de digital, d'environnement, de coût global, mais toujours de digital et là d'intelligence artificielle. Donc ça participe à ce travail de formation. Tu as édité 6 ou 7 MOOC aussi ? Oui, tout à fait. Dont notamment sur le BIM. On a été précurseurs. On a édité le premier MOOC prescrit estimé à l'heure du BIM. Donc ça fait 4 ans déjà. Et on a essayé je dirais, d'avoir une qualité sur le fond et sur la forme, c'est-à-dire que ce n'était pas le MOOC des élus de l'Intec ou quoi que ce soit. On a pris des comédiens professionnels et puis par contre on a fait la rédaction du MOOC. Et au départ on s'était dit si on a 1500 apprenants, ce sera déjà super génial.
Eh bien, en 18 mois, on en a eu 7500. Donc, c'était quand même une grosse surprise, plutôt une heureuse surprise. Et 60% de personnes n'étaient pas des économistes de la construction. Donc, maintenant, dans les formations, on fait aussi de la formation présentielle. On propose à nos adhérents et à d'autres personnes de faire de la formation présentielle. Et donc, j'ai un bon ami qui me dit souvent, ce sont les devoirs en présentiel et les cours magistraux sur les MOOC. Et on va commencer à faire de la formation mixée, c'est-à-dire que même pendant la formation présentielle, on va ressortir certains éléments des MOOC pour animer aussi la formation et la rendre un peu plus dynamique. Voilà, bon, ça c'est un exemple. Donc une complémentarité. Donc ça fait partie aussi de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que tous les supports s'interconnectent. Et donc, vous parliez, monsieur, sur la prédigestion, je dirais, de la conception. Nous, il y a 30 ans, on a créé un logiciel qui s'appelle Anticipe. Alors, on l'a fait évoluer. Ça, c'est les élus de l'Intech qui ont créé les algorithmes. Et aujourd'hui, on fait des chiffrages sans plan, des approches financières sans plan. Mais attendez, fiable. Alors, ce que disait monsieur, c'est tout à fait vrai. Ça n'enlève pas le côté expertise, parce que vous ne pouvez pas dire à votre client « Ah ben je me suis planté, c'est à cause de la machine ». Il faut quand même savoir expliquer les choses. Hein. Mais quand j'ai sorti ça, il y a 3-4 ans, d'ailleurs devant le syndicat des architectes, on m'a dit « Mais Pascal, c'est une blague ». Bon, j'ai laissé tomber, j'ai dit « Oui, c'est une blague ». Mais ça existe, et pas mal de nos confrères s'en servent. Voilà. Merci. Oui, Amal El Falassi Grouchny. Un petit teasing avant la conférence de 18h. Non, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire. Je voudrais juste souligner quelque chose qui me paraît importante. C'est qu'en termes de formation, dans d'autres pays du monde, on commence très tôt. Donc nous, on attend l'université pour commencer à enseigner l'intelligence artificielle. J'ai des collaborations avec la Chine, entre autres. Ils commencent à faire des olympiades d'algorithmique entre 8 et 14 ans. Pour accéder à des universités de qualité en Chine, il faut sortir du lot. Bon, c'est évident, vu le nombre de candidats. Et donc, ils arrivent tous avec des trophées en mathématiques et en algorithmique. Ils programment déjà en Python à 10 ans. Ils sont très en avance. Et donc, il y a une agressivité sur le sujet qui nous dépasse complètement. Ce que je veux dire par là, c'est que nous, on est très contents d'avoir de très bons étudiants qui ont fait prépa, qui sont bons en maths, etc. Mais franchement, on a un petit train de retard par rapport au recrutement. Et je pense qu'on devrait aujourd'hui se poser la question. Il y a eu un programme INRIA qui était très soutenu par le gouvernement. C'était Class Code. C'était pour commencer à faire du codage, un peu de robotique, etc. Entre 8 et 14 ans, donc en fin d'élémentaire et puis collège. Mais ça n'a pas vraiment pris. Puis bon, en France, chaque fois qu'on change de gouvernement, on change de méthode. Donc ça n'a pas été poursuivi. Je me permets de le dire, il y a des syndicats aussi qu'il faut gérer en matière d'éducation nationale. Oui, mais les syndicats, quand on veut ils ne innover, sont pas contre ça peut la être formation. très compliqué. Ouais. Là, en l'occurrence, sur ce cas-là, ils y étaient pour rien. Donc je pense vraiment qu'il faut commencer très tôt à sensibiliser. Donc je rejoins monsieur tout à l'heure sur la disparition des métiers ou le renouvellement du parc des métiers, des professions ce renouvellement auquel on assiste déjà. Hein. Je pense qu'il y a un niveau d'exigence qui va être de plus en plus fort pour avoir sa place sur la scène professionnelle. Et cette exigence-là, si on ne la prend pas à bras-le-corps dès l'élémentaire, c'est-à-dire former les gens au numérique très tôt et à l'intelligence artificielle le plus tôt possible. Sinon, c'est pas qu'en France, entre nous, on va être compétitif, mais on va être complètement dépassé par ce qui se passe autour. Dans le même esprit, on a vu que la Finlande a annoncé qu'elle voulait former à l'IA 1% de sa population. Alors, 1% de sa population, c'est environ 600 000 personnes sur 6 millions, donc c'est rien du tout par rapport à la population française. Mais ça prouve bien la volonté politique, la puissance des politiques publiques est essentielle pour l'IA, pour irriguer, enseigner auprès de toute la population, pour pas qu'il y ait des laissés pour compte, et aussi auprès des jeunes, puisqu'il faut leur donner, on va leur laisser une dette environnementale, on va leur laisser une dette financière, donc on peut au moins les former à tout ça. Si vous avez des réactions. Alban ? Juste une petite réaction par rapport à la peur des architectes et par rapport à cette IA.
Vous êtes architecte, diplômé architecte. Moi, je suis architecte de formation et c'est quelque chose avec qui on discute avec des collègues qui font pas du tout de numérique, qui sont plutôt traditionnels. Et on se rend compte quand même de quelque chose, c'est que dans un logement, quand on fait logements sociaux, des choses comme ça, les logements sont quand même tous les mêmes. Et il y a un moment, l'architecte n'est pas capable de dessiner 1000 logements différents pour qu'il y ait une personnification du logement, et il a besoin d'un outil numérique pour ça. Et parce qu'aujourd'hui, déjà les marges des architectes sont petites. Si en plus ils doivent travailler en plus pour à chaque fois optimiser, il passe pas dans ses coûts, donc il fait tout le temps le même. Et c'est là où l'outil de l'IA et l'intelligence artificielle et le numérique est très important. Et c'est ça, rajouter une valeur ajoutée, plus que en fait de faire baisser le métier de l'architecte. Et il y a quelque chose aussi qui est lié et qui nous intéresse, c'est que aujourd'hui c'est très bien, mais même si on faisait des logements tous différents, comme c'est de la préfa et qu'on est obligé de standardiser pour réduire les coûts, on pourrait pas faire tout différent. Et c'est là où l'impression 3D est intéressante. C'est qu'on arrive à un même coût à faire 120 logements différents, qui est juste une quantité de matière déposée. Et par contre, on ne va pas demander à quelqu'un de dessiner 100 plans différents, sinon le coût devient extrêmement cher. Donc avec des prix moindres, grâce à l'outil automatisé, on peut aller vers des solutions personnalisées. Exactement. Et c'est là où en fait la peur qu'on a on va dire de l'informatique qui vient prendre la place, en fait non, elle vient juste donner encore plus de qualité au même coût. Et c'est juste qu'il faut apprendre cet outil. Et je pense que tout ce qui a été dit est très, très intéressant sur l'apprentissage de la maîtrise. Outil-là. Ne plus avoir peur, c'est avoir la maîtrise. Si on donne la maîtrise, les gens n'auront pas peur. Parce que le début de l'Internet, il y a 15-20 ans, c'était pareil. Le e-commerce, c'était pareil. Oh là là, ça va me prendre. Bon. Donc, vaut mieux maîtriser plutôt que d'être maîtrisé. Donc, mais c'est sûr que la formation, pour tous, toute catégorie de la population et aussi toute tranche d'âge, et notamment les jeunes, en plus, ils ont une capacité d'apprentissage beaucoup plus forte à leur âge. Et on le voit bien avec ce qui est fait par l'éducation nationale, avec le dédoublement des classes de CP. Tout ça, c'est beaucoup plus vertueux maintenant. Donc c'est essentiel, mais c'est à nos générations d'y participer. Jim, vous êtes aussi architecte. Ouais, je voulais juste rebondir sur ce que disait Alban. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Et sur la peur justement du futur métier d'architecte, moi je suis plutôt optimiste là-dessus justement. Je dirais qu'en fait les outils dont on dispose actuellement, et effectivement ça va continuer d'évoluer, permettent d'automatiser en tout cas des bâtiments, parce qu'en fait on peut le regarder pour le logement, c'est tellement, enfin l'art de bâtir finalement est devenu tellement normé qu'en fin de compte les architectes dans beaucoup d'agences finalement passent leur temps à modéliser et plutôt qu'à réfléchir à un vrai intérêt spatial du bâtiment. Je pense que la maîtrise de tous ces outils-là et l'automatisation d'une certaine partie va finalement donner la possibilité à l'architecte de revenir à son métier d'origine, c'est-à-dire vraiment la conception, la création, par la maîtrise de ces outils-là. Ouais. D'accord. Donc, si vous voulez intervenir, s'il y a d'autres réactions, commentaires dans la salle. Oui, monsieur. Plus une question pour une culture générale. Est-ce que l'impression 3D est adaptée à une production industrielle à l'heure actuelle pour le bâtiment? On va dire oui. C'est exactement ce qu'on fait là depuis 3 ans, c'est qu'on a industrialisé le process. Donc on a commencé il y a 3 ans avec des petites machines, on faisait de la R&D. Et là, par exemple, à Dubaï, on a installé, donc c'est Quant Creative, c'est une société dubaïote qui est une joint venture avec Freycinet, e-Construct et Drolling, donc Freycinet. Et là, vous vous rendez bien compte que des gros industriels comme ça, ils vont pas acheter une machine pour s'amuser, ils ont acheté une machine industrielle. Et aujourd'hui, c'est ça qu'on a fait. Là, ça fait 1 an, on a industrialisé le process. Et c'est-à-dire qu'on a, on a déjà un logo CE sur nos machines, ce qui est, vous vous rendez pas compte, mais ce qui est énorme pour nous. Et le but, c'est de faire de la productivité et du gain. Les industries ne sont pas là pour s'amuser, ils sont là pour que ça marche. Et aujourd'hui, on a industrialisé le process. Donc aujourd'hui, ça marche. Et c'est plus comme hier. Et je vous dis, quand on sort 32 récifs de notre halle, c'est pas pour faire un prototype, c'est industrialisé. Donc ça arrive aujourd'hui. Et on est un petit peu en avance par rapport à ce que le marché est prêt à accepter. Donc on essaye de beaucoup discuter qu'est-ce qui est possible, parce que les gens ne savent même pas que ça existe, l'impression 3D, ils ne savent pas ce qui est possible de faire avec. Donc le procédé est industriel, mais maintenant il faut qu'on arrive à convaincre le marché qu'ils peuvent l'utiliser. Et c'est vrai que c'est une démarche... sur un registre très démonstratif, en fait. Exactement. D'accord. S'il y a d'autres interventions, monsieur? J'ai une question, mais elle est plutôt technique par rapport à l'IA, par rapport à donc ces constructions en béton, en fait. Je suis ingénieur béton armé.
Donc dans le béton, il y a armé, donc il y a le problème des armatures. Dans beaucoup de constructions, finalement, on a des parties en tension et en fait, ça remet complètement... Alors, ok, si on fait des voûtes, si on fait des choses comme ça peut marcher. Mais avec les formes habituelles de bâtiments, est-ce qu'il n'y a pas une impasse finalement dans ces techniques-là? Ou alors est-ce que vous envisagez un béton fibré ou des choses comme ça? Mais il y a toujours l'application par couche, donc ça fait aussi... donc voilà, moi je pense que... Enfin moi c'est les interrogations que j'ai par rapport à cette techno. Après c'est formidable en termes de forme ce qu'on peut faire, je suis tout à fait d'accord. Et plus généralement, par rapport à l'intelligence artificielle, enfin bon, moi je m'étais intéressé à un moment donné, il y a 10 ans, à faire un système expert. Enfin bon, maintenant c'est, enfin, le thème est peut-être galvaudé, quoi, mais c'est des réseaux bayésiens, enfin bon, voire neuronaux. J'ai pas entendu parler de ces technos, quoi. Enfin, pour moi, l'intelligence artificielle, c'est vraiment, voilà, on a des règles du jeu, on a un terrain de jeu, des règles du jeu, un but du jeu, et on fait tourner tout ça pour faire une sorte de raisonnement, en fait. Alors moi, j'avais proposé ça à l'époque à mon directeur d'agence chez Bureau Veritas pour faire un système expert pour la conception incendie dans les bâtiments. Parce que, en fait, les règles, elles sont déjà écrites par les pompiers. Voilà. Donc, le but, on le connaît, hein, c'est évacuer les gens en moins de 2 minutes pour pas qu'ils soient pris sur l'incendie, etc. À l'époque, on m'avait répondu, ben écoute, moi je paye pas pour voir, je vois et ensuite je paye. Voilà, c'était la réponse de mon directeur. Je ne vais pas citer son nom, mais bon, voilà, donc je me suis pris un vent. Et après, j'ai voulu poursuivre ce développement à mon compte en auto-entreprise. Donc j'ai monté une entreprise, donc bon, avec des étudiants pendant 2 ans. Puis après, bon, je suis passé à autre chose parce que j'avais plus l'argent pour développer. Quand j'ai cherché l'argent, je me suis rapproché des cercles lyonnais de financement. Et en fait, les banques, l'innovation, pour financer l'innovation, c'était pas évident, quoi. Donc vous, à votre niveau, donc, vous aviez l'idée, ouais. Mais pour concevoir ça, ce principe de système expert, vous n'avez pas trouvé les solutions, ouais, l'appui, voilà. L'appui de votre hiérarchie ou de financement. Voilà. Dans mon métier, je me suis rendu compte que finalement, que quand on fait une analyse, soit on part d'un rapport qui est exhaustif, où il y a tout, et on sabre des parties qui sont inutiles, soit on part avec des têtes de chapitres et on remplit les chapitres. Et là, il faut vraiment une expertise et une ancienneté. Et en fait, les systèmes experts peuvent faire ce boulot-là. D'accord. Donc je me suis dit, il y a vraiment un intérêt à... Alors ce qui est intéressant dans ce que vous dites, vous êtes économiste de la construction? Non, moi je suis ingénieur génie civil en fait. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, vous aimeriez faire du système expert, ce qui est quand même l'IA, et qu'à votre niveau... Alors que c'est l'économie française, hein, c'est des petites structures économiques, vous n'y avez pas accès alors que vous auriez pu être acteur, alors que l'enjeu de la France, c'est que tout le monde s'y mette, et pas les grands groupes, mais tout le monde. Ouais. Donc c'est intéressant, c'est que vous aviez la bonne démarche, mais il n'y a pas eu le relais, finalement. Il y a 10 ans que j'ai eu cette démarche, parce que je voulais déjà aussi passer système expert en mode web, parce qu'il y a la programmation sur ordinateur, mais après le mode web c'est autre chose, parce qu'il y a de la récursivité en fait dans les algorithmes, donc il fallait être sûr que ça puisse marcher en PHP, enfin bon, des choses comme ça. D'accord. Donc j'ai fait ce pas-là, et ensuite je me suis mis sur LinkedIn en disant, ben voilà, il y a des gens qui sont intéressés, mais il n'y a personne qui est intéressé, quoi. Donc, alors là, ça peut être... Je vais arrêter. Peut-être que ça peut être par le biais de partenaires d'entreprises que vous connaissez, par le biais de la recherche, d'université, par le biais de votre fédération professionnelle. C'est comment rebondir sur quelqu'un qui veut avancer, parce que c'est les pas de chacun, même des TPE, qui vont faire que l'IA va se développer pour tous et par tous en France, en fait. Alexandre Pierre, un petit mot de conclusion, et puis... À moins, est-ce qu'il y a d'autres réactions? Il y avait ma question sur le béton armé. Je réponds. Oui, Madame Segrochny. La question mériterait un débat assez profond, mais je vais essayer de répondre très, très simplement. En fait, ce que vous avez dit, et je vous rejoins complètement. Moi, dans ma thèse, j'ai fait un système expert pour la maîtrise de l'énergie, pour l'agence française de la FME à l'époque. Donc, effectivement, l'intelligence artificielle dans toute sa splendeur, c'est plutôt comment reproduire un raisonnement humain à partir d'expertise, à partir de règles, et voire à partir d'heuristiques. Donc, l'IA à la base, l'IA de 1956, c'était pas pour faire du big data, hein. C'est une nouvelle mode de l'IA, mais à la base, c'est plutôt pour reproduire des processus cognitifs. Et
beaucoup de gens l'oublient aujourd'hui, même s'il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus, mais ce n'est pas la partie immergée de l'iceberg. Donc c'est comme d'habitude, hein, il y a une mode. La mode, c'est la donnée. Depuis tout à l'heure, je vous entendais, vous parlez tous de données. Il n'y a personne qui a parlé d'expertise ou de règles métiers ou ce genre de choses. Donc effectivement, il y a une OPA de la donnée. Et c'est pas en fait, c'est pas l'entreprise qui a. L'entreprise aujourd'hui, elle suit la tendance. La tendance des GAFA, c'est la donnée. C'est toutes les informations qu'on peut récupérer via Google et autres. Pourquoi ça marche bien? Parce qu'en fait, on a mis en place des librairies d'algorithmes que beaucoup de data scientists vont utiliser sans même savoir comment ça marche. L'intérêt de l'IA à la base, c'était que rien n'était caché dans le code. On pouvait expliquer le comportement de ce qu'on était en train d'écrire. Les règles d'expertise, c'était ça. C'était expliquer, argumenter, etc. Aujourd'hui, vous déployez des algorithmes, je suis désolé de choquer quelques-uns, mais vous déployez des algorithmes de big data, personne, même ceux qui les ont développés, ne savent pas comment ils marchent. Les biais, tous les biais qu'on va retrouver, et bon, la littérature, elle regorge de biais. On met un algorithme pour reconnaître machin, il devient raciste, on fait ceci. Enfin bon, je ne vais pas rentrer dans les anecdotes, mais aujourd'hui, il y a de gros risques sur l'utilisation inconsciente de ces données. Bon, la donnée pose des tas de problèmes, mais je ne cite que celui-là, qui est celui de l'opacité, l'incapacité d'expliquer quoi que ce soit de ce qui se passe. Donc on peut prendre des décisions qui paraissent collées avec le bon sens, mais qui au fond sont complètement biaisées. Donc, pour revenir à votre question, je pense que la nouvelle vague de l'IA, ça va être l'IA symbolique. Et aujourd'hui, on est en train de sortir de la donnée pour aller vers... L'IA, à la base, c'est de la logique, hein, c'est du raisonnement. Le raisonnement, il utilise la donnée comme du carburant, mais le raisonnement, il est au-dessus de la donnée. Et c'est cette couche de raisonnement qui est un peu mise de côté, qui reste encore très développée dans les milieux universitaires, hein, au niveau de la recherche, mais que les entreprises ne se sont pas appropriées pour la simple raison qu'il n'y a pas aujourd'hui d'outils opérationnels faciles d'emploi sur étagère, comme on dit. Lorsqu'on veut travailler, moi je travaille beaucoup d'industriels, lorsqu'on veut travailler avec eux, mais qu'est-ce que vous avez sur étagère? Mais ça ne peut pas être sur étagère, il faut qu'on construise la solution ensemble. Ah non, moi je préfère prendre un TensorFlow, ça marche très bien, je rentre les données, il mouline, il me donne la courbe. Voilà, très bien, mais de quelle courbe? Qu'est-ce qu'elle reflète cette courbe? Et donc là-dessus, il y a vraiment plein de choses à dire et à redire, mais je ne veux pas être trop longue parce que je pense que tout le monde veut déjeuner. C'est passionnant. C'est passionnant. Si vous avez des réactions... Pour répondre sur la data et pourquoi on parle de data et que peut-être... Déjà, on est au début nous, de l'IA, l'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc ces réseaux neuronaux et ces optimisations de matière, c'est des choses qu'on réfléchit. Et nous, personnellement, pourquoi on prend de la data? C'est principalement parce qu'il y a beaucoup de choses que personne n'arrive à expliquer dans ce qui se passe dans la matière, et qu'on arrive par contre à récupérer beaucoup de données. Et on a passé à peu près 2 ans à étudier ces données, et il y a des choses qui nous échappent. Et c'est pour essayer d'avoir des pistes de réflexion sur ces données-là, pour voir qu'est-ce qu'on peut en sortir qu'on veut utiliser de l'intelligence artificielle. Mais aujourd'hui, on ne veut pas l'utiliser comme une fin en soi. On veut l'utiliser comme... C'est un peu différent de l'utilisation d'habitude, mais on veut l'utiliser pour avoir des pistes de réflexion sur... Tiens, on a un lien entre ces différentes données qu'on nous n'avait jamais vues parce qu'on ne peut pas étudier toute cette data. Exactement, exactement. Donc vous cherchez des corrélations, je traduis. Juste pour rebondir là-dessus, je pense que comparativement à d'autres industries comme, je sais pas, l'aéronautique, l'automobile, le médical, le domaine du bâtiment a un certain retard. Je parle sur l'acte de construire, sur l'utilisation de la robotique et de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, donc on a eu les témoignages, mais voilà, il faut qu'on s'engage là-dessus. Après, c'est quel sens on va donner à l'intelligence artificielle? Il y a quelque chose qu'il faut souligner, c'est sur les chantiers. Je ne sais pas si dans cette salle, beaucoup de personnes travaillent sur un chantier, mais il y a une pénibilité. Et donc cette robotisation, cette intelligence artificielle doit aider à la pénibilité. Et il y a un deuxième axe qui est l'axe environnemental, et c'est quel sens on doit donner à l'intelligence artificielle, la robotisation. C'est l'amélioration
de l'empreinte carbone dans le domaine du bâtiment. Et il y a ces deux choses-là qui sont... alors, il y en a plein d'autres, mais je pense que c'est deux axes. C'est des effets vertueux, positifs, incontestables. C'est le sens qu'il faut donner à l'utilisation future de l'intelligence artificielle. Je parle dans l'acte de construire, pas sur la maintenance d'un bâtiment. Donc ça, c'est des choses qui sont, d'après ce que j'ai compris, bien au point. Voilà, je voulais insister là-dessus. Merci beaucoup, Alban Mallet, Xtree, Jim, René Soliquid, Louis-Marie Guillaume Rubix, Guillaume Perrodin Ciment, Alexandre Pierre, l'Université de Cergy-Pontoise. Merci beaucoup. Bonne chance pour tous vos projets. Espérons que la recherche en France et les entreprises vont travailler de plus en plus avec des plans et une vraie politique publique en matière de l'intelligence artificielle pour l'économie et le secteur, la filière du BTP dans lequel vous êtes des acteurs importants. À 18h, conférence où il y aura Madame Segrouchny, il y aura Philippe de Sertine, il y aura le président de Calibat, il y aura l'ancien président de 3F, le président du plan BIM 2020-2050. Notamment, il y aura bien évidemment Pascal Asselin qui organise et avec qui on a monté tout cet événement. Et c'est un vrai plaisir et je pense que c'est utile pour vous. Merci beaucoup à vous et à très bientôt et bonne chance pour tous vos projets.